T'en as marre, quoi. Vas-y, dis qu'est-ce que tu me fais chier, toi. Paf, tu me tires dessus, quoi. Nous, on voulait être américains. On s'est planté quelque part, je pense. Ou on n'a pas su les encadrer comme il fallait, ou on s'est pas compris, quoi. Ça a poussé d'autres bandes à réagir et tout. On est rentré dans une espèce de grande guerre de fraternité. Mais le grand problème, c'est que nous sommes confrontés aussi dans la rue avec des immigrés qui nous attaquent. On s'en sortira tous ensemble, ou on s'en sortira pas. Pour tenter de mieux comprendre qui sont ces bandes organisées qui sèment la terreur depuis plusieurs décennies sur le territoire français, nous bénéficierons des discours éclairés de Gérard Maugère, sociologue, Jérôme Pierrat, journaliste, Olivier Cachin, spécialiste de la culture hip-hop, mais aussi et surtout des principaux chefs de gang de ces 40 dernières années. Depuis la libération française de 1945, la jeunesse de France n'a de cesse de se chercher une identité à travers des gangs. Cette cinquantaine de regroupements de jeunes ne tournent pas autour d'une idéologie unique, mais sont le fruit d'un seul mouvement musical, le rock. 80-90, fin des années 80-90, on avait quoi comme profil de bande? On avait des bandes plutôt à l'anglaise, je dirais. C'est-à-dire des bandes qui prenaient modèle sur les tribus urbaines londoniennes, alors les punks, les skins, je sais pas, les new wave, les psychobilly, les je sais pas quoi, enfin toutes ces espèces de tribus urbaines fondées sur un genre musical avec un uniforme bien particulier, etc., etc. Et puis on a basculé à la fin des années 80, ces gens-là ont disparu. Ils étaient plus de leur temps. À partir des années 70, ces gangs de rockers parisiens pour la plupart ne sont plus les seuls à vouloir dominer le pavé. Et on a vu arriver là des gens venus de banlieue avec une identité forte, quartier, cité, etc., etc. La violence en famille, on la retrouve dans les banlieues. Dans les cours d'immeubles à Sarcelles, les traces des derniers shoots. Et puis, pour oublier encore tout le reste, on se retrouve en bande. La bande qui devient la nouvelle famille. Et c'est une famille qui s'établit au rythme d'un nouveau genre musical. Nous sommes au tout début des années 80 et dans les banlieues, le rock cède sa place au hip-hop. En fait, le hip-hop, il arrive en France dès le tout début des années 80. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il existe de façon très embryonnaire depuis le milieu des années 70. En France, c'est vraiment en 81-82 qu'il commence à y avoir les premiers, les premiers Français fascinés par cette culture, qui ont eu la chance d'aller à New York ou qui ont acheté les tout premiers disques, Sugar Hill Gang, le tout premier Grandmaster Flash. Ça changeait des conneries de Carlos, Johnny Hallyday, de Jean-Jacques Goldman, etc. Là, c'était d'autres trucs. MC Jean Gabin est l'une des figures de la bande des requins vicieux, bande active à partir du milieu des années 80. Et vu que ça venait des États-Unis et pas de la France, c'était un problème. Et pour eux, il y avait encore ce baratin là, New York, Washington, etc., etc. Oh, les Noirs débarquent, mais il y a toujours eu des Noirs ici. Putain, merde, ça fait 400 ans qu'il y a des Noirs ici. Tu sais, il y a un moment où ça va. On voit bien dès le début que c'est plus que juste de la musique, c'est vraiment un art de vie, quelque chose qui vient du ghetto et qui peut-être va parler au ghetto, enfin en tout cas au quartier en France. Mais on parle d'une époque où il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas Internet, enfin tu vois, c'est loin, 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 quoi. Julien Terzic, leader des Red Warriors, chasseur de skins, fondé en 86, l'un des rares gangs à être politisé. Et à l'époque, le rap, ça arrive en France, quoi. Ça a été un mouvement qui nous a été amené par les Américains parce que nous, on n'avait pas à l'époque de références noires qui nous représentaient. Lamance Mazou, ex-chef des Fight Boys, l'un des plus grands gangs de la banlieue sud parisienne qui a pris naissance en 87. Et donc, on s'est forcément rattaché à la référence américaine, c'est la seule qu'on avait. Des gens qui vivaient nos problématiques, qui avaient des réussites aussi, et ça nous rendait fiers, tout simplement. Donc assez normalement, on a suivi ce mouvement quand Afrika Bambaataa l'a amené dans un premier temps. Afrika Bambaataa est l'icône et le fer de lance de la Zulu Nation dont il est le leader dans les années 70 et 80. Issu de la culture hip-hop américaine, il développe ce mouvement dans le but d'amener les gangs made in USA à s'inscrire dans une évolution positive et non violente. Le retentissement de ces idées quasi philosophiques se fera entendre en Europe au début des années 80. Black
nation, or is it just a nation? No, it's just a nation. Nation with has a lot of different people in it now and stuff. There's blacks, Hispanics, other whites from different other cultural backgrounds and stuff. There's people who've been calling from other countries who've been trying to join up, calling my record companies, like from France, Turkey, England. C'était un mouvement fédérateur et qui rassemble les gens, dans la mixité. Joe Dalton, leader des Black Dragons depuis 86, une bande de chasseurs de skins qui a dérivé dans la guerre des gangs. Qui fait que grâce à la musique, grâce à la culture, les gens se sentent vivants et ils manifestent plus directement leur mécontentement contre tout système. La bande la plus structurée de la région parisienne est la Nation Zoulou. Elle a les statuts d'une association de type 1901. Son but, occuper sainement les loisirs des jeunes qui pourraient avoir une prédisposition à la délinquance. La Nation Zoulou déclare ne pas être une bande mais un mouvement avec des lois précises. Il est interdit aux Zoulous de se droguer, de provoquer des querelles, de taguer sur les biens publics. Un Zoulou faisant l'objet d'une arrestation policière méritée perd immédiatement son statut de Zoulou. Le mouvement Zoulou se définit comme un mouvement pacifiste et apolitique. Et comme tout gang, il a ses propres codes. Le code vestimentaire, casquette de baseball, blouson à l'américaine, basket à l'américaine, collier avec un signe africain ou point levé en référence aux Black Panthers qui défendaient la cause noire dans les années 70. Apolitique, la Zulu Nation. À la base, disons dans l'utopie inventée par des gens comme Afrika Bambaataa, la Zulu Nation, la culture hip-hop, c'est effectivement peace, love, unity and having fun, soit la paix, l'amour, l'unité, c'est presque les hippies. Leur moyen d'expression s'exerce dans les rues. Il s'agit de s'exprimer par des tags, mais aussi et surtout par la danse. Ce que l'on appelle aujourd'hui des battles existait déjà sous forme de défis servant à montrer ses compétences de danse hip-hop. L'essentiel, c'est le défi, une valeur positive mise en jeu dans la danse. Un danseur lance un défi à un autre et le meilleur breaker l'emporte. Il y a eu une émission de télé qui s'appelait HIP HOP, présentée par Sydney en 83 sur TF1, le dimanche à midi, ce qui était quand même hallucinant, même aux États-Unis, ça n'existait pas. Et c'est à lui que l'on doit l'introduction dans notre pays du hip-hop. Car attention, pour être branché, il ne faut surtout pas parler que de Smurf. D'abord, il faut bien s'entendre. Smurf, ça veut rien dire. C'est une danse, le Smurf, parmi tant d'autres. Et on voudrait mieux qu'on appelle ça le hip-hop. Le hip-hop, ça vient de New York, du fin fond du Bronx, où les portoricains dansaient là-bas, ça dans la rue, partout. Et ça vient même de plus loin que ça, parce que c'est des anciennes danses de combat des Caraïbes. Donc ça touche donc toute la culture noire avant tout, et toute la culture des îles. Pour Sydney, c'est évident, le hip-hop est aux années 80 ce que le yéyé a été aux années 60. Ça, c'est un truc international. C'est un truc qui va embraser le monde entier. C'est super d'ailleurs parce que c'est vraiment nature. HIP, HOP, c'était bien joli, mais nous, on voulait vivre comme les New-Yorkais. Tu vois, vraiment vivre comme les New-Yorkais. Et vivre comme les New-Yorkais, c'est déconner comme les New-Yorkais. Les Zoulous, leur histoire, je l'ai connue et je l'ai vu grandir. Rocky, actif de 82 à 95, chef des Ducky Boys, premier gang à se revendiquer chasseur de skins. J'ai connu les Requins Ambitieux, c'était le premier gang, c'était vers 84. En tant que requin vicieux, on est les premiers, du moins l'une des premières bandes à être dans l'hip-hop. Les danseurs fédèrent leurs envies de faire vivre la culture hip-hop et donnent donc naissance au premier gang inscrit dans cette nouvelle énergie musicale. On était des mecs qui sortaient de 25 millions d'horizons. Voilà. On s'est tous retrouvés un jour entre Saint-Michel, la Grange-Aubel, etc. parce qu'on était des danseurs. Et un jour, on s'est dit, voilà, on va se faire une petite bande. Voilà, tranquillement, on fait de la musique, on fait ci, on fait ça, et ça va grandir. Et même s'il est vrai que certains artistes ont développé cette mentalité très pacifique, ont utilisé cette façon de transformer l'énergie négative en énergie positive, c'est-à-dire en gros au lieu de se taper dessus et de se tirer dessus et de se battre au couteau, on va faire de la musique, on va se défier verbalement. Ça c'est pour l'utopie, c'est pour je dirais la façade. Mais derrière, faut quand même pas oublier que tous les gens qui font du rap, que ça soit aux États-Unis ou en France, viennent de quartiers très difficiles. Donc on peut pas non plus enlever l'élément parfois un peu brutal et aussi une certaine fascination pour la violence, ou plus simplement une façon de vivre dans un univers de violence. Il faut savoir que les médias
d'une façon générale, ne sont pas intéressés par la culture hip-hop et ne la connaissent pas. C'est-à-dire qu'eux, ils vont voir la grande image. Alors, ok, il y a des groupes de rap, ils viennent de banlieue, c'est des Noirs et des Arabes. Ils vont dans le très simple. C'est qu'une histoire de couleur. C'est rien qu'une histoire de couleur. Si le hip-hop, il était arrivé au début avec que des petits Jean-François blancs aux yeux bleus, ça aurait été fantastique. Le terme Zoulou, c'est un terme qui sonne bien. Donc, très vite, par rapport aux télés, surtout aux télés et dans une moindre mesure de la presse, le terme Zoulou va finalement recouvrir le terme jeune de banlieue. C'est des Zoulous. Ils font du rap, ils font des gestes bizarres avec leurs mains, tous ces clichés-là. On simplifie, c'est les Zoulous. 9 des 16 Zoulous arrêtés hier soir à Argenteuil ont été écroués. Parmi eux, 4 mineurs. Les 7 autres ont été laissés en liberté, sous contrôle judiciaire toutefois. Ces jeunes gens âgés de 15 à 21 ans appartenaient à 2 bandes. À partir du moment où la Zulu Nation est rentrée, que c'est rentré à AM6 en playlist... Kim, membre des Ducky Boys, premier gang à se revendiquer chasseur de skin avant d'intégrer les Red Warriors. On a vu dans les mœurs, dans les cités, et le fait d'être renois, c'était pas perçu de la même façon. Nous, on voulait être américains. Américains, africains, mais américains. Grâce à ce mouvement-là, toute la banlieue, les provinces ont commencé à découvrir ce que c'est vraiment le mouvement des races contre le racisme. Jusqu'alors, la lutte populaire contre le racisme était conduite par des gangs de rockers, chasseurs de skinheads, répondant au nom de Hasney, Ducky Boys ou Redskin pour les plus connus d'entre eux. Mais au milieu des années 80, des groupes de jeunes Zoulous se rallient à la cause. Le mouvement Zoulou, il a commencé à fonctionner quasiment en même temps que le mouvement Redskin. Moi, je me souviens, dans notre bande, on avait un mec du 19e, il avait le logo Redskins ici, et dans le dos, il avait un Zoulou gros comme ça, tu vois, de son bomber. Et je me souviens qu'on se baladait dans la street et que des fois, tu avais des lascars qui passaient en scooter qui disaient « Ah, Zoulou », tu sais, parce qu'ils voyaient son gros Zoulou dans le dos, tu vois. Les premiers Zoulous. Et nous, on est les dinosaures qui vivons dans la même ère, quoi. On se reconnaît, on se respecte. Nous, on traînait avec des bandes de Renois qui étaient plus dans le trip Zoulou que dans le trip Redskin ou quoi ou qu'est-ce, mais qui étaient antifa parce que eux aussi, le discours raciste nazi des FAF à l'époque, ça leur a posé un problème évident, quoi. Nous avions compris à l'époque et nous le disions dans nos journaux skinhead que l'immigré est une victime de l'immigration comme les Français. Serge Ayoub, à l'époque Batskin, en 87, fondateur du JNR, Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire. À la différence que nous sommes chez nous, nous avons bien compris qu'ils étaient victimes aussi. Donc nous combattions l'immigration, pas les immigrés. Mais le grand problème, c'est que nous sommes confrontés aussi dans la rue avec des immigrés qui nous attaquent. Parce que justement, comme nous combattons l'immigration, ils s'imaginent qu'on les combat eux. Et quelque part, ils sont la conséquence de l'immigration. Donc nous sommes aussi obligés de les combattre. Moi, dans mes projets, j'avais un but d'attirer la jeunesse des gangs Zoulous sur eux, quoi. Tout ce qui est requin vicieux, ils n'ont jamais voulu participer à la chasse. Jamais. Le phénomène des bandes n'est pas inédit. La nouveauté, c'est l'identité raciale. La revendication noire et la réponse au séparatisme blanc. Vous êtes en bande. Comment ça se passe quand il y a un groupe de Zoulous en face de vous? Ça fait boum. Eux disent que vous en ramenez pas d'art quand ils sont en bande. Ah bon? Oui. Bah la preuve, regardez, j'en tremble encore. C'est sûr qu'à 35 contre 1, c'est très facile. Oui, ça c'est facile, oui, à 35 c'est vrai. Nous, on n'a pas des parents qui se reproduisent comme des lapins, donc on est moins nombreux qu'eux, c'est une certitude, mais l'emmerdant c'est que la rue, on le tient au moins autant qu'eux, si ce n'est pas plus qu'eux. Si les skins veulent tenir la rue, d'autres, les Zoulous, en attendant la baston avec les crânes rasés, occupent pacifiquement les discothèques. Face aux skinheads et à l'impuissance des pouvoirs publics, ils sont prêts à répondre à la violence par la violence. Les Zoulous sont prêts à en découdre avec les skinheads s'il le faut. Mais à partir de l'été 88, après la diffusion d'un film américain sur les gangs de Los Angeles, leur état d'esprit va se durcir. En France, en fait, l'idée des gangs telle qu'on le voit aux États-Unis, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire c'est pas la même culture. Donc, ce qui aux États-Unis est très structuré, c'est-à-dire qu'on sait qu'à Los Angeles, par exemple, il y a les gangs avec les Bloods, les Crips, et un côté très société parallèle. En France, c'est un petit peu moins précis que ça. Il y a des groupes de gens qui vont évoluer dans les quartiers et qui vont souvent, à travers le rap, se créer une identité.
qui va parfois être un peu copiée sur celle des Américains. On sait par exemple qu'un film comme Colors, qui est sorti dans les années 80, a vrillé le cerveau de toute une partie de la jeunesse banlieusarde. Et les Français, les jeunes banlieusards issus de l'immigration, pour certains se sont pris pour des gangsters et se sont dit « Ah voilà, ça c'est le truc, en fait c'est ça, faut qu'on fasse comme ça » et ont essayé un petit peu de copier cette structure un peu clanique qu'on trouvait aux États-Unis. Un autre film a déchiré l'Amérique au printemps dernier, mais pour des raisons bien différentes. Il s'agit de Colors, la dernière œuvre de Dennis Hopper, qui fut l'auteur, vous vous en souvenez peut-être, du célèbre Easy Rider. Colors retrace la guerre des gangs entre jeunes noirs et chicanos dans les banlieues de Los Angeles. Et on a accusé ce film de déchaîner les violences tant il est proche de la réalité. Et à partir du moment où tu es structuré comme, entre guillemets, une bande des États-Unis, là tu réfléchis autrement. Là c'est l'argent. Donc toute une partie des rappeurs vont exploiter ce côté-là, vont développer cette fascination pour la violence, cette façon d'exprimer ce qui se passe dans le ghetto. Et il va y avoir effectivement autre chose que simplement l'utopie Peace, Love, Unity de la Zulu Nation. Ils se nomment Zulu, Fight Boys ou Warriors. Ce sont les nouveaux gangs de banlieue. Rien de changé, la bagarre, la baston, comme ils disent, demeure leur passe-temps favori. Parfois, cela se termine mal par des blessures plus ou moins sérieuses, comme dimanche dernier à Paris. Enquête sur ce nouveau visage de la violence. Pascal Sau, Claude Dussut. Au terme d'une patiente enquête, ils sont parvenus à se faire admettre au sein d'une de ces bandes. Évry, ville nouvelle de l'Essonne. C'est entre l'Agora et la gare que les Fight Boys défendent leur territoire depuis 3 ans face aux requins, félins et autres killers. À la tête de ce gang à l'américaine, un Congolais assure le leadership. Il s'agit de Lamance. Tu nous emmerdes pas, on t'emmerde pas, c'est simple. Mais à partir du moment où tu nous emmerdes, hein, bon, il y en a chez nous, ils sont là pour ça, ils sont là pour discuter, pour essayer d'arranger des choses amicalement, à l'amiable avec la parole. Ensuite, si ça dégénère vraiment, dans ces cas-là, on en peut la violence, mais uniquement quand on nous incite à le faire. Les gangs français savent qu'ils ont besoin de structurer leurs troupes pour être efficaces face aux skinheads. L'un de ces nouveaux gangs aurait compté au cours des années 90 jusqu'à 900 membres. Ce clan-là s'appelait les Black Dragons. Il y a certains Black Dragons, ils étaient déjà chasseurs avant que les Black Dragons n'existent. Et ça, c'est une réalité. Les Black Dragons, ils sont vraiment existants en 87, 86, 87. Plus 87 d'ailleurs, 88. Le vrai gang des Black Dragons qu'on voit aujourd'hui, ils descendent de l'haïtien. Yves, Levent, Yves dit Levent, Colonel Eddy, tous ces gens-là, tous ces les frégates. Et dans toute cette équipe-là, de tout ce qui est Black Dragon, il y avait des vrais chasseurs, des gars qui étaient de notre mouvement, qui sont issus de notre mouvement. Comme Jérémy Joe Dalton. On s'est retrouvés et là, on a vu un groupe, ils étaient une dizaine qui s'entraînaient au self-défense avec des bandanas, avec des couleurs de Black Dragon et tout ça. Donc on s'est approché, on a demandé à rencontrer le chef, donc Yves Levent, dit Levent, parce qu'il pratiquait le Kung Fu. Il avait fait les 36 chambres de Shaolin en Chine, il avait fait vraiment... et donc il est venu nous voir, il nous a dit, ben, qui êtes-vous? Je dis, nous on est des jeunes, on a fait partie des Asnais, des petits des Asnais, et on veut intégrer les Black Dragons. Contenir plutôt que blesser, blesser plutôt que mutiler, mutiler plutôt que tuer, tuer plutôt qu'être tué. Voilà un exemple de ce à quoi un prétendant au Black Dragon se doit de respecter pour adhérer à l'esprit de ce gang. Il y avait tous les codes, tous les principes que moi je défendais, toutes les valeurs. Respect, honneur, dignité, modération, modestie, humble, mais il ne faut pas se laisser marcher dessus. Quelqu'un de gentil, quelqu'un qui n'est pas, comment dire, quelqu'un qui n'est pas oisif, il doit être toujours en action, en interaction. Le frère qui n'obéit pas au code des dragons, c'est plus un frère. À la base, c'était des pratiquants, des sportifs. Et dans leurs clubs respectifs, il y avait de toutes sortes de gens, tu vois. Donc c'était des gens ouverts. Moi, les Black Dragons, l'esprit Black Dragon, je trouve que c'est un esprit sain. Donc voilà, on s'est retrouvés dans ce mouvement-là, et à opérer dans le 15e, 16e, contre des mouvements de skinheads dans les écoles comme Assas. On allait là-bas, on provoquait les skinheads, et c'était un passe-temps, quoi. C'est-à-dire pour nous, il fallait aller chercher, savoir où se trouvaient ces gens-là et les provoquer, on prenait le risque. On m'a raconté qu'il y avait une bagarre là-dedans, sur la place du marché des Sergi Saint-Christophe. Il y avait les BD, paraît-il. C'est qui, les BD? C'est une bande qui se surnomme les Black Dragons.
Et c'est quoi une bande? Tu vas te faire descendre, toi, il est fou. N'importe quoi. Allez, c'est trop tard, t'es resté. Et il y a des bandes, vraiment, c'est quoi? C'est juste des copains qui se retrouvent entre eux ou c'est une chose C'est des copains qui se retrouvent. C'est des copains qui se promènent des fois. Et après, des fois, ils ont des embrouilles avec des autres. Et après, ça finit par la bagarre. Le parvis de la Défense, c'est un peu le territoire des BD? C'est le territoire des BD. Le parvis de la Défense est le territoire des BD? La Défense. Toute la Défense? Ouais. Au début des années 90, les Black Dragons se sont appropriés les rues et le parvis du quartier d'affaires de la Défense. Le mouvement skinhead perd peu à peu son souffle sur Paris, même si quelques groupuscules font de la résistance. Les vraies descentes des skinheads contre les skinheads, je pense qu'il a fait qu'ils se sont atténués. C'est les descentes dans l'ombre, tout ce qui a été anonyme, tout ce où ça a vraiment défouraillé à des armes de pointe des fois. Parce que les skins aussi c'était pareil, ils avaient des organisations secrètes qui faisaient qu'on avait des amis qui disparaissaient, c'est-à-dire qui mouraient tout simplement ou qui se revenaient avec la moitié du visage brûlé à l'acide ou avec un bras en moins ou qui se faisaient jeter sur les rails après qu'ils étaient amputés. Et un jour, petit à petit, les mouvements skinhead ont commencé à atténuer. Le dernier combat des skinheads qu'on a fait, pour moi, a marqué le coup. C'est les skins de Monton-du-Vernay. Donc leur quartier général, c'était Montrouge. Donc ils étaient là au McDonald's d'Enfer Rochereau. Ils tenaient d'Enfer Rochereau jusqu'à Montrouge, 92. Donc, et puis ils remontaient jusqu'à Convention et tout ça, c'est les skins du clan. Ils avaient fait une émission, ouais, les singes, ils se multiplient, avec une blondasse qui était là et parlait beaucoup. J'ai le droit de défendre ma culture et l'Europe autant qu'un homme. Par la violence aussi? Oui, pourquoi pas. Ça veut dire que tu peux faire le coup de poing, le coup de savate aussi? S'il en est besoin, oui. Quand tu es sur un trottoir et que tu vois 3-4 Zoulous, qu'est-ce que tu fais? T'es toute Rien. seule? Je reste sur mon trottoir, je ne changerai pas de trottoir. Et s'ils te cherchent? S'ils me cherchent, on verra. À la fin, il y avait les GNR, quasiment à partir de 89 par là, il y avait les GNR. Skinhead en Paris, il y avait les GNR. Eux, ils sortaient juste pour passer devant la télé. Tu les voyais nulle part. Alors pour taper du skin à partir de 89, il fallait se lever tôt. C'est là que les Black Dragons, les Boro Boys, les chasseurs et tout ça, ils ont chassé quoi? Le vent du Nord avec le vent du Sud. S'il n'y a pas de nazis, il n'y a pas de nazis, tu vois. Et quand on parlait de l'évolution du trip chasseur sur la fin, c'est qu'il y avait de moins en moins de nazis affichés tels que nous, on avait pu les connaître. Il y avait de plus en plus de chasseurs de skins parce qu'il y avait les mecs des quartiers qui commençaient à monter sur Paris et compagnie. Et le problème, c'est qu'on a commencé à assister à ces fameux dérapages, entre guillemets, Kaira, j'aime pas le terme, mais bon, où effectivement les mecs, se sentant forts, ils abusaient de cette force. Quand tu as 20 ans, c'est grisant de monter dans un train de banlieue à 10, tu sais, et tu vois tout le monde qui fait « Qu'est-ce qui se passe ?» Il y avait des pauvres mecs, ils arrivaient, ils se mettaient 2 bandanas et puis ils se faisaient des bidasses et puis après ils ont tapé des skins. Il y a des gens qui portaient des Doc Martens avec des drapeaux blonds et tout ça et ils disaient non, c'était des skins, mais bon, à un moment on n'a pas compris, on s'est dit c'est pas bon, on comprend rien. Puisqu'après nos gars, ils revenaient blessés, ils subissaient des descentes, on s'est dit c'est bon, tous ceux qui ressemblent de près ou de loin à des skinheads, nous on les racle. Donc voilà, ça a créé une confusion, on s'est replié et on attaquait même des fois des Redskins et des Red Warriors. Et parce qu'on comprenait rien, on comprenait plus trop. Et c'est ça qui a fait que, au bout d'un moment, les Black Panthers, ils ont tapé sur les doigts de toutes les bandes. Et ils ont dit la dépouille, c'est fini. Et ils ont fait une réunion pour dire ça. Il n'y a plus moyen de dépouiller des non-skins. C'est-à-dire que quand même, les Black Panthers, ils disent eux-mêmes, un skinhead, il n'y a pas de problème. Mais arrêtez, s'il vous plaît, d'inventer des skinheads, d'inventer des mecs qui viennent de l'armée. Parce qu'à la fin, ça tournait à ça. Il y a eu toutes sortes d'exactions. Comme tous les samedis, au marché aux puces, les Ducky Boys contrôlent les promeneurs. Ils vérifient les insignes, les badges et même les paroles. Au moindre doute sur l'opinion politique de quelqu'un, ils frappent. Les skinheads ne pouvant faire face au trop grand nombre de chasseurs de skins, l'importance de la lutte antifa s'amenuise. Les gangs blacks ont repris les secteurs importants comme Châtelet ou encore le Trocadéro. Les skins sont retournés d'où ils viennent.
Auteuil, 92, la Lali est là. C'est là en vérité leur délire. Auteuil, 15e, la Lali est là. Au milieu des années 80, la cessation des combats n'aura pas lieu, car très vite les gangs se trouvent de nouveaux ennemis. Petit à petit, t'es une équipe, t'as du pouvoir, t'as la force, t'as la puissance, tu te dis on est là pour les fachos, il n'y en a pas. Tu tombes sur une autre équipe qui est dans le même délire, qui a la force, qui a le pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Ils se foutent sur la gueule entre eux. Ça a commencé les soirées, comme on se retrouvait dans les mêmes soirées mouvements, il y avait des dépouilles et on n'appréciait pas ça. Donc du coup, on allait réclamer les choses de ces gens qui se faisaient dépouiller. Les fights, ça a été pareil, ils descendaient à Paris, ils se faisaient dépouiller par les requins. Et après, ils repartaient, ils s'organisaient pour aller se venger. Et ça terminait au début par des tête-à-tête, des combats. Mais comme ces gens-là, en général, ils étaient dans le business, ils n'étaient pas dans l'entraînement paracommando comme nous. Ils perdaient. Et comme ils perdaient, ils ramenaient leurs copains et ils faisaient des guet-apens à nos gars. Et du coup, nous, on allait pour se venger et ça finissait plus. Et on était pris dans ce mouvement-là. Tu prends Requin Vicieux, c'est très très simple. À partir de 85, la dérive, elle est inarrêtable. Il y a eu des dérives, des putains de dérives, que ce soit des dérives sexuelles. Et donc les filles aussi, on avait des meilleures meufs, parce que les meufs kiffaient les héros comme nous. Les gars, ils étaient jaloux, ils serraient, comme on disait, ils violaient des copines à nous. Nous, on allait, on les défonçait. Voilà vraiment l'histoire qui a commencé à tourner dans tous les sens. Les membres des gangs se cherchent une identité fédératrice au sein de leur propre groupe. Cette quête les amène parfois à de la violence ou des délits plus ou moins graves. Les petites bandes qui sont arrivées derrière, que ce soit les fights, que ce soit les Mendy, que ce soit les machins, c'est des mecs qui avaient envie de sortir de leur coin. Chanteloup-les-Vignes, Mantes-la-Jolie, Trappes, Houille-la-Verrière. Tu veux sortir de chez toi. Donc tu te dis quoi? On va leur montrer que nous aussi, on a quelque chose qui représente. Une bande, c'est quelque chose qui représente ton coin. Tu vas, par exemple, dans un coin, vous êtes que 5, ils sont 30. Il faut que tu fasses parler de toi comme si vous étiez 40. C'est à toi de faire ce que tu dois faire. La semaine dernière, les requins juniors sont descendus à Montgeron pour appliquer la méthode des gangs. Une arrivée par petits groupes, le rassemblement et une action très rapide avec des couteaux, des battes de baseball, 5 minutes d'ultra-violence. Au bout, 2 gosses gravement blessés, dont Christian, 15 ans, touché au poumon, le visage lacéré au cutter. À la fin, on se retrouve avec plein de petits dictateurs. Parce qu'il n'y a pas le respect des aînés. L'esprit pacifiste de la Zulu Nation est bien loin, et le combat contre les skinheads, déjà presque oublié. Seul compte maintenant l'honneur et la prédominance de son gang. Ça devenait ridicule, quoi. Nous, on se battait pour que tout le monde soit peace, et eux, ils refaisaient exactement ce que nos ennemis, en fait, entre guillemets. Voir tous les petits qui se battaient entre eux à Châtelet, dans des secteurs qu'on avait plus ou moins, entre guillemets, nettoyés, nous, on l'a vécu mal dans le sens qu'on s'est dit qu'on a pris énormément de risques pour que tout le monde soit bien, quoi, vivant peace, comme on faisait au Trocadéro, en fait. Donc pour nous, on se dit, ça vient de notre faute quelque part. Ça a été un échec, ça ils nous ont pas compris. On s'est planté quelque part, je pense. Ou on n'a pas su les encadrer comme il fallait, ou on s'est pas compris, quoi. Je pense qu'on s'est planté. C'est comme si c'était mécontent qu'en fait on gâche leur travail. La BTG, Black Tro Gangsta, une bande qui a pris naissance en 2005 dans les rues de Grigny. Parce que eux ils sont battus pour des vrais trucs. Nous on arrive déjà, c'est comme si on était des petits chouchous, on a déjà été protégés de ça, du réel danger. Parce qu'à mon avis là, s'ils n'auraient pas fait ça, encore à cette heure-ci on partirait à Paris et on rentrait avec des coups de couteau dans les fesses. Mais grâce à eux, là, déjà, on peut se promener partout. On peut même aller chercher du travail, même des stages, aller dans des écoles en dehors de chez nous, quoi. Et nous, en fait, on perd encore notre temps à se battre contre nous-mêmes, en fait. Eux se battaient contre un réel ennemi. Et nous, en fait, l'ennemi qu'on voit, en fait, c'est la même personne que nous, en fait. On se bat contre notre miroir. Ils n'acceptent pas ça, parce qu'en fait, c'est une perte de temps. C'est comme si vous vous mettez devant votre miroir et puis vous vous mettez des coups dedans. En plus, vous allez vite blesser, le miroir va se casser, ça va vous entailler et vous serez plus battu contre vous-même en fait. Ça mène à rien. Milieu des années 80, le combat des gangs n'est plus idéologique. Et s'il n'y a plus à revendiquer une égalité pour tous, il y a maintenant à défendre les couleurs de sa cité, souvent face aux quartiers voisins.
Les gens, ils sont pas du quartier. Ils font les malins, tu vois. Ils font les malins et après ils se plaignent, ils se font taper, tu vois. Après ils vont plainter et tout, tu vois. Soudain, un autre groupe. Il n'y aura pas d'affrontement car ils sont de la même cité. Plusieurs clans cohabitent, parfois dans le même quartier. Là, c'est le gang, ça. L'amorce de tout ça, ça a vraiment été qu'à un moment, on a eu des bandes et tout qui ont vraiment choisi cette logique de la force et de la violence et tout, et qui l'ont appliqué sur le terrain. Et ça a poussé d'autres bandes à réagir et tout. On est rentré dans une espèce de grande guerre de fraternité entre des mecs qui se connaissaient depuis toujours pour certains, depuis de nombreuses années pour d'autres et tout, et qui se sont retrouvés comme ça à se rentrer dedans les uns les autres. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec les bastons entre blacks à la défense, et puis que petit à petit, on se retrouve dans des guerres intercités qui n'ont pas lieu d'être. Il y avait un contentieux entre deux bandes parce que il y a eu une petite bagarre au début, et puis de fil en aiguille, on a mené une expédition punitive sur le secteur de l'autre bande. Et puis pour répondre à cette expédition définitive, c'est l'escalade de la violence en quelque sorte. Il y avait un truc un peu semi-politique, un peu semi-social dans ces histoires de Zoulou, de punk, de skin. En gros, chacun se regardait en chien de faïence. Il y avait quand même sous fond de lutte antiraciste, etc. Enfin bon, il y avait quand même une espèce de conscience derrière tout ça. Bon, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait une plus grande conscience que le fait de surveiller son bout de quartier, d'aller s'affronter dans une logique. D'ailleurs, on le voit quand on discute avec ces équipes de jeunes, finalement, les trois quarts, ils savent même pas pourquoi ils ont été roués de coups, les autres d'en face. Tout ça, c'est perdu. Enfin voilà. Donc avant, il y avait, on va dire, que c'était à peu près, même si c'était pas raisonnable, il y avait au moins une raison. Là, il n'y a plus rien. En gros, une espèce de logique d'affrontement, de violence aveugle uniquement. Ouais. Les mecs, ils font des trucs sans conviction, gratuitement. C'est de la violence gratuite. Ça n'a rien à voir avec nous. La violence pour la violence, c'est pas une fin en soi. Je veux dire, on trouve toujours plus fort que soi. Alors après, les embrouilles entre quartiers, je pense que c'est plus lié au désœuvrement et au fait que les mecs s'emmerdent dans leur quartier et que du coup, on va aller voir à côté ce qui se passe, et puis ça se passe ou bien ou mal. Les histoires, tu sais de quoi je parle. Ouais, il a mal parlé à la meuf, ou il sort avec une meuf qui est pas du quartier. Enfin, tu vois, c'est bidon, et c'est uniquement, j'ai envie de tenir à un moment donné pour passer le temps. C'est horrible, mais on en est presque là. Depuis février à Cergy, les bagarres entre jeunes noirs se multiplient. Les filles parlent de viols dont auraient été victimes leurs copines. Abdoulaye n'est pas le premier à avoir reçu un coup de couteau. C'est con. Ce qui est plus con, c'est qu'on se tape entre blagues. Ça, c'est con, ça. Ça, c'est con. Ils faisaient que se battre entre eux, entre gangs. Ça menait à rien. Ça sert à quoi se taper entre eux? C'est nous contre nous. C'est nous contre nous. On n'a pas d'adversaire. On n'a pas d'adversaire à notre taille. Comme dans tout, des fois, il y a des conflits internes, en fait, et c'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin, c'est juste des conflits internes. Ça se règle entre nous et c'est tout. Problème de famille. Dans toutes les familles, il y a des problèmes entre eux. Il était 9h ce matin, dans cette allée passante du centre commercial d'Evry, quand le coup de feu a résonné, touchant mortellement Sinan, 17 ans, un jeune de Corbeil du quartier des Carterets. La conclusion tragique d'une rencontre impromptue entre des jeunes de quartiers rivaux. Ce matin, 4 ou 5 jeunes des Tarterets rejoignaient leur collège à Ivry en traversant l'Agora. Il semble qu'ils aient rencontré les membres d'une bande rivale dans un échange verbal assez violent. L'un des garçons qui est agent d'entretien à l'Agora est retourné dans son placard où il se change, soit revenu avec un fusil à canon scié, a tiré dans le temps, blessant grièvement cette victime âgée de 17 ans. Nous, à notre époque, on n'aurait jamais, par exemple, agressé des gens gratuitement ou aller dans une autre cité fracasser un autre mec parce qu'il n'était pas de chez nous ou quoi que ce soit. C'était débile. Parce qu'au départ, on en voulait réunir tout le monde. Le but du jeu, c'était ça. Qu'il y ait des Renois, des Blancs, comme dans nos groupes, tu vois. Mais eux, ils l'ont pas interprété, ils étaient s'enfermer. En fait, quand toutes les cités, maintenant, sont devenues des prisons. On a laissé ces cités à l'abandon, et maintenant, la seule solution qu'on trouve, c'est éviter que les mecs en sortent. Les membres de gangs sont enfermés dans leur quartier, à la fois géographiquement mais aussi socialement et professionnellement. Leur fait d'armes qui leur confère une grande notoriété dans leur cité deviennent un réel fardeau dès qu'il s'agit d'intégrer la vie professionnelle. Julien, c'est le chef. Il a 19 ans. Il a toujours fait des petits boulots, jamais de travail stable.
Jackie, lui, n'a jamais pu dépasser le stade de l'entretien professionnel. Des fois, quand j'y vais, je pose mon dossier. Il me demande mon casier judiciaire. Et là, franchement, moi, je peux vous dire, franchement, moi, je ne veux plus. Dès qu'il commence à demander le casier judiciaire, c'est mort. Si les portes du monde du travail restent souvent fermées, pour ces jeunes déscolarisés très tôt et inadaptés à une exigence professionnelle, il n'en demeure pas moins que ces derniers ont besoin d'argent. La tentation de rentrer dans le cercle des économies parallèles devient alors incontournable. Il faut savoir que toute cette époque-là était une époque d'adolescence, ça a duré de 14 à 18 ans à peu près. Et puis on a eu des besoins d'argent. Le monde du travail, la société en elle-même n'était pas... On la connaissait pas en fait. Nous, tout ce qu'on connaissait, c'était les bandes, voilà, les gangs, le monde des voyous, les affaires et tout, etc. Et tout là. Et donc tout le reste et tout, c'était le parfait inconnu. Qu'est-ce qu'une bande actuellement? Délimitation d'un territoire et business sur le territoire. C'est ça une bande correcte. Le trafic de drogue a cette particularité qu'il implique nécessairement une connexion entre le monde des bandes, des jeunes qui font les cons, mais rien de plus que ça, avec le milieu de la délinquance professionnelle, de la délinquance organisée. Donc il y a un contact nécessaire, ou des possibilités de promotion d'ailleurs, dans ces filières illégales. La différence majeure qu'il y a entre le grand banditisme et les gangs de rue, en règle générale, le tient déjà en un point, c'est que dans un cas, ils préfèrent rester anonymes. Je parle du grand banditisme, du moyen, du grand banditisme, en tout cas des voyous professionnels. Eux, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on les reconnaisse dans la rue. Le gang de rue, il est déjà dans une logique un peu différente. Il est plutôt exhibitionniste. Il va s'afficher avec un nom, etc., etc. Dans le cas du voyou, vivons heureux, vivons cachés. Les autres, plus ils font de bruit, plus ils sont reconnus, plus ça les intéresse. Tu mets une caméra dans n'importe quel quartier, le mec il va parler tout seul, même si tu le payes pas. Il n'y a que moi qui fais la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Mais les mecs ils vont parler tout seuls. Si ces jeunes n'existent pas, ou peu socialement, avant qu'ils n'aient 23-24 ans, alors pendant leur adolescence, ils existeront médiatiquement. C'est peut-être ce qui pousse aujourd'hui les filles à faire parler d'elles à leur tour. Aujourd'hui, les meufs, elles veulent faire des gangs de gonzesses. Tu crois que je vais prendre ça au sérieux, sans déconner? Elles peuvent arriver à 10. Wesh. Tu prends un front kick, t'es dans l'eau. L'histoire, elle est réglée. C'est des gonzesses. Je pense que les bandes de jeunes, c'est d'abord des univers de culture de la virilité. Donc, par définition, ça exclut les filles, quoi. Voilà, par définition même. C'est un truc de garçon, c'est un truc de garçon pour garçon. Et pourtant, les filles des cités ont décidé de changer les faits. Aujourd'hui, on a quoi? On a carrément des filles qui se sont regroupées, qui se revendiquent elles-mêmes gangsta. Ça, c'est quand même assez nouveau. C'est la mentalité française qui fait qu'en vérité, il y a des gangs de filles. C'est la mentalité française. Ouais, nous aussi, ça. Ouais, t'as vu, il m'a insulté, t'as vu, il m'a regardé, t'as vu, il m'a dit ça, c'est violent. Alors ferme ta gueule et prends tes coups. Maintenant, c'est les filles. Les filles, elles ont pris le relais. Moi, je le dis. On a tous pris le relais. Mais s'il y en a qui plantent. Mais parce que quand on cherche, on trouve. Maintenant, c'est que les filles qui. Tu mets juste maintenant, les gars, je sais pas. En tout cas, nous, on sait les filles. Nous, les filles, la personne qui nous cherche, on cogne. Même si on connaît pas encore. On nous pousse comme ça, on cogne. Ouais, voilà. Même pour un regard, ça se bat. Même pour un regard. Même pour un regard, parfois, ça se bat. Voilà, nous, ça, on a connu, on l'a vu à la télé comme vous. Voilà. Quand eux, ils ont commencé à on va dire, faire cette merde, ils ont bénéficié de l'effet de surprise, en fait, parce que personne ne s'attendait à ça. Donc après, il y a des gens qui sont intéressés à ça, ils ont voulu le médiatiser, faire des reportages. Maintenant, je pense pas qu'elles avaient voulu ça. Mais ensuite, elles en ont bien profité. Je suis sûr qu'entre elles se vantaient d'être passées à la télé. Mais en fait, ça n'a rien de jouissif, tout ça. Maintenant, en faisant montrer des reportages à la télévision sur les petites meufs qui sont aux États-Unis, bien sûr que tu as les petites connasses Made in France qui vont essayer de faire la même chose. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un phénomène marginal, c'est un phénomène qui intéresse les journalistes. Mais c'est pas un phénomène social d'importance. À mon avis, non, c'est exotique, alors ça amuse, du coup on en parle. Mais bon... Ce contrôle d'identité a permis de découvrir déjà ce qu'on avait vu, trois béquilles, alors que les filles ne boitent pas, première chose. Deuxième chose, un couteau de cuisine, bien évidemment, c'est pas pour se faire des sandwichs. Et troisième chose, vous pouvez le voir, une lame de rasoir. Or, j'ai peine à penser qu'elle se rase tous les matins. En fait, pour eux, c'est un jeu. Elles veulent copier sur nous. En fait, elles voient que nous, en fait, on se bat, il y a des équipes qui se forment et tout. Elles veulent faire la même chose, en fait, entre filles. Mais c'est pas pareil. En plus, c'est pas bon, c'est des filles. Ouais, c'est pas du tout joli. On ne cherche pas des filles qui se battent. Elles, dans leur tête, elles pensent que nous, on va dire, elle se bat bien, bon, allez, directement, en même temps, on va aller l'attaquer. Non, c'est pas comme ça. Ça s'appelle des filles bas de gamme.
Elles sont bêtes. Ils veulent avoir des vécus, mais nos vécus, c'est pas des vécus, c'est des problèmes. Ce recours à la violence, à ce côté un peu garçon manqué, à ce mimétisme avec les loulous de leur quartier, etc. Est-ce que c'est une autodéfense comme ça qui a un peu dégénéré au fil des années? C'est-à-dire en gros pour se protéger, pour mettre une barrière autour d'elles, elles se sont comme ça un peu radicalisées, masculinisées. Mais je pense qu'il y a autre chose que juste le phénomène de bande. Il y a sans doute une question de vivre ensemble dans ces quartiers-là entre garçons et filles qui n'est pas forcément un truc très simple. Et il n'y a pas que pour les filles que la question du vivre ensemble est difficile. Certains jeunes à l'origine de la dernière génération de gangs se sont retrouvés en marge des quartiers. Ces nouveaux gangs se créent sans aucune préoccupation de défense de ses origines. Elles sont d'ailleurs diverses. Il n'y a plus de rassemblement ethnique, géographique ni même social. La seule chose qui semble importer est l'appartenance à un groupe dont le nom est à respecter uniquement parce qu'il fédère chacun de ses membres. En fait, c'est des gars qui vont peut-être être dans notre équipe et il y aura une histoire avec la justice. Au commissariat, il va parler et il va venir dans le quartier, on va le tabasser à mort. Pour se refaire, il va aller dans un autre quartier, il va aller s'inventer des trucs. Moi, là-bas, je faisais ça. Avec mon gang, on faisait ça. En fait, c'était une doracelle, on appelle ça chez nous des doracelles, du n'importe quoi. Après, là-bas, ils vont être plusieurs, ils vont créer un truc, ils vont essayer de faire un truc. Ils pensent tous qu'ils ont vécu entre eux, et en fait, il n'y a rien, du tout. Et tout ça, c'est nouveau. Il y a 2 ans, ça n'existait pas. C'est n'importe quoi. Nous, on ne connaissait pas ça, quoi. On ne sait pas comment, mais ils sont nés, on ne sait pas. En fait, ils sont nés comme ça a explosé. Ouais, on ne sait pas, c'est un délire. C'est un nouveau mouvement. C'est un nouveau mouvement. Alors que nous, on s'inspirait des anciens, nous. Nous, on s'inspirait des anciens, des vraies descentes et des vraies raisons. C'est les affinités. Les affinités ou les galères qui font que, voilà, on dit entre guillemets, à la vie, à la mort. Mais à la vie, à la mort, hein, c'est rapide. Hein. Et eux, tu le vois, ils sont quelque part où il y a plein de caméras, en train de faire des dessins. Ils ont carrément des danses. C'est parti. Attention, c'est Kenji, c'est nous qui gérons. C'est vrai ou c'est faux? C'est Kenji, ils savent. Ils savent que c'est nous ici. Nous, on comprend pas ce délire. On ne comprend pas ce délire et on habite très loin de ce délire déjà. La BTG, Black Tro Gangsta à Grigny, dont la moyenne d'âge de ses membres tourne autour de 20 ans, ne se reconnaît pas dans ces gangs. Pour eux, il est inconcevable de se revendiquer d'un gang si les membres n'ont pas d'histoire commune. Je vais vous expliquer un truc, c'est dur de voir que nous, on est de voir qu'en fait, nous, on a un truc, on a une histoire, et de voir qu'un mec, il se permet de venir nous affronter, mais avec rien derrière lui, en fait. C'est un vrai manque de respect. Tu viens du 78, tu viens du 92, tu viens du 94, et toi, tu viens d'où? Toi, t'es chez moi, dans mon territoire, le 75. Forcément, il y a une bagarre. Parfois, il y a des gens, t'en as marre, quoi. Vas-y, dis, qu'est-ce que tu me fais chier, toi? Paf, tu me tires dessus, quoi. Je peux pas comprendre, parce que tu sais, le mec, il a rien fait dans sa vie. C'est pas plus violent maintenant qu'avant. La seule chose, c'est que c'est plus rapide. C'est tout. Il faut arrêter de croire que les blousons noirs, ils se mettaient que des patates et des machins. Il y avait des coups de chlasse, comme tout le monde. Et un coup de chlasse, tu meurs, hein, voilà. Des fois, on va trop loin pour des petites histoires. Pour des petites histoires, les gens de notre environnement, ils entendent qu'on a fait ceci, on a fait cela. Ils écoutent la raison. Ils disent, mais ça vaut pas le coup. Ils disent, ça vaut pas le coup. Ils disent, vous faites les cons. Et pour votre avenir, vous pouvez finir en prison, vous pouvez même mourir. Il y a des gens qui ne vont pas accepter que vous faites ça jusqu'à la fin de votre vie. L'appartenance à un gang dure pour la majeure partie de ses membres entre 3 et 4 ans. On parle alors d'une génération. Cette période est courte. Mais parmi les quelques 200 gangs actuels, tous auront été confrontés à la camaraderie, à l'insouciance du lendemain, mais aussi au vol, à la violence extrême et parfois aux blessures corporelles, à la prison ou plus tragiquement, à la mort. Il y a des gens qui en ont marre de ça. Mes amis, ils en ont marre. Si je peux vous dire, mon gang, il en a marre de tout ça. Mon gang, il veut vivre peinard parce qu'ils savent que si à chaque fois ils règlent des problèmes, ça va aller loin. Ça va aller loin. Ça va aller très très loin. C'est des vécus, ça fait beau pour d'autres gens. Ils veulent pouvoir raconter des histoires. Mais nous, c'est devenu des problèmes qu'on ne peut plus quitter. C'est pas trop tard parce que le temps passe. Et tous ces mouvements, à un moment donné, s'atténuent. Et il y a un autre mouvement qui revient, ou une autre sensibilisation à des valeurs. C'est-à-dire qu'on revient toujours, c'est cyclique.
C'est cyclique le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une recherche identitaire qui fait que la nouvelle génération, comme les enfants que j'entraîne, ils nous écoutent, ils ont envie de découvrir mon histoire. Et moi, c'est à moi maintenant mon rôle de leur donner les codes de ce qu'il faut, les valeurs et les clés de ce qu'il faut pour leur éviter ça, parce que j'ai de l'expérience. De toute façon, ces gens-là, à 99%, quitteront ce monde-là. Ils ne vont pas rester dans leur bande jusqu'à 45 ans, en gros. Donc finalement, c'est un problème qui est éphémère. Le problème est à la fois éphémère quand il est considéré à l'échelle de l'individu en particulier, mais il est permanent si on le regarde à l'échelle de la jeunesse en général. Pour ces jeunes, comme pour tous ceux à venir, la construction identitaire aura toujours lieu. Reste à savoir dans quel cadre la société leur permettra de le faire. Et je pense que, au-delà du fait qu'à un moment le système a voulu mettre des maisons des jeunes, a voulu soi-disant aménager au niveau sportif des terrains, des machins pour faire soi-disant évoluer les choses, ils n'ont pas proposé aux anciens les moyens d'encadrer leur jeunesse. C'est-à-dire qu'à part être médiateur, donc arbitre, et je trouve qu'ils ont plus un rôle à jouer, un peu plus d'éducateurs, d'accompagnateurs, tout un mouvement d'insertion à faire que d'être juste un médiateur, d'éteindre le feu quand ça brûle, tu vois. Donc du coup, quand tu es payé juste pour une action, pour une réaction, c'est pas pareil que si on te donne beaucoup plus de responsabilités, que tu te sens exister dans le mouvement de l'évolution de tes frères et de tes petits frères. Donc nous, on a été mis en marge du système complètement. Joe Dalton n'est pas le seul à regretter de ne pas avoir su ou pu transmettre son expérience à la jeunesse qui a suivi sa génération. Kim est le premier à en témoigner. Et en fait, quand je suis rentré dans des bandes plus sérieuses, on va dire entre guillemets, j'ai appris les valeurs, j'ai compris pourquoi il faut pas faire certaines choses et pourquoi on peut se permettre de faire certaines choses. Moi, je peux dire que la plupart des nouvelles bandes qui font n'importe quoi, c'est parce qu'ils n'ont pas d'anciens et en fait, c'est qu'ils n'ont pas de tradition. J'ai juste une chose à dire aux jeunes. Il existe une chose qui s'appelle le karma. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose, ça te revient dans ta gueule. Et donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, la solidarité, c'est bien. De s'aimer comme des frères, c'est bien. T'as pas de famille, tu te retrouves une autre famille avec tes amis sur lesquels t'es down. T'es prêt à mourir pour eux, ils sont prêts à mourir pour toi. Si c'est vrai, c'est bien. Maintenant, ça veut pas dire de vouloir oppresser les gens, ça c'est pas bien. De vouloir dominer les autres, ça c'est pas bien. De vouloir imposer des choses aux autres, ça c'est pas bien. Ce n'est pas une fin de faire la prison ou de se tester pour faire de l'appât du gain. C'est un parcours. C'est un parcours à un moment donné, il y a une petite meuf qui va les charmer, il va savoir ce que c'est aller à la maternité, il va savoir ce que c'est aller chercher son appartement, il est plus chez papa et maman, il va découvrir ce que c'est la vie, il sera plus dépendant de ses copains ou de son Uzi, et il sera dépendant de la petite meuf, et bien il va comprendre que la vie est un autre mouvement. Il payera ce qu'il doit payer de son passé, tout à fait normal. Qu'ils fassent leur parcours et puis quand ils en ont marre, ils viendront dans les salles nous voir, on les remettra en forme et puis on partagera quelques repas ensemble et puis l'histoire recommence, c'est tout. On a tous des choses à apprendre les uns des autres et que le pire qu'on puisse faire au moment où on parle, c'est de se replier sur nous-mêmes et sur notre communauté et penser que notre communauté est mieux que celle d'à côté. Si on part dans le délire les blancs avec les blancs, les noirs avec les noirs, les rebeux avec les rebeux, les chinois avec les chinois, à court terme, on va tous s'entretuer et personne s'en sortira gagnant. Que la solution, c'est d'arriver à un moment donné comprendre pourquoi il y a ceux qui ont tout et il y a ceux qui n'ont rien, comprendre pourquoi ceux qui ont tout c'est toujours les mêmes et ceux qui n'ont rien c'est toujours les mêmes et essayer de changer ça. On s'en sortira tous ensemble ou on s'en sortira pas. Il y a eu trop de... Ouais, nous on était la bande spécialiste ou la bande non spécialiste. Je préfère te dire une chose. Ma bande à moi, c'était Requin Vicieux. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a donné le bon exemple ? J'ai donné l'exemple qu'il fallait. Est-ce que nous avons tous donné le bon exemple ? Non. Mais voilà.
Et je le dis bien encore, nous n'avons rien inventé. Absolument rien inventé. Mais c'est pas parce que nous n'avons rien inventé que tu dois excuser tout ce qui s'est passé. En fait, nous n'avons pas laissé forcément un bon exemple à tous ces jeunes et tout qui nous ont suivis par la suite et tout. Je pense que les gens de ma génération et même des gens plus jeunes et tout qui sont passés par les bagarres en interquartier, etc. et tout, aujourd'hui, ils ont une responsabilité dans un premier temps et dans un second et tout. Il faut qu'ils s'investissent et tout en direction de cette jeunesse parce que tous ceux qui sont plus jeunes et qui arrivent par la suite ne font que suivre les exemples des gens qui étaient là avant. Je pense que pour les petits jeunes d'aujourd'hui, moi ce que je voudrais leur dire c'est qu'ils se trompent de combat. Ils se trompent de combat. Les méthodes qu'ils utilisent aujourd'hui de brûler, de casser, parce qu'ils sont excédés, parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils en ont marre d'être stigmatisés. Voilà, ça c'est quelque chose que je peux totalement comprendre et tout. Mais aujourd'hui, il est temps de pouvoir accéder à des sphères et tout, aux sphères où les décisions se prennent et tout. Elles sont d'ordre politique. Hein, et donc je pense qu'il est important qu'ils comprennent qu'il est temps pour eux d'utiliser la meilleure âme qu'ils ont et tout, leur carte d'électeurs. Et je crois qu'à partir de là, on les entendra beaucoup mieux, on les respectera et ils pourront s'investir et tout pour faire changer des choses et tout, parce que leur voix comptera tout simplement. Il y a des mecs qui sont ici, ils sont d'origine d'Afrique ou autres, ils connaissent même pas leur culture. Ils savent même pas d'où ils viennent, qui ils sont à la base, ils n'ont pas de respect pour les anciens, ils ont tout perdu en fait. Le message que je pourrais leur envoyer de nos jours à tous ces jeunes, ils ont une chance déjà que nous on n'avait pas. C'est que nous, quand j'avais 15 ans, il n'y avait que dalle pour nous. Toutes les portes se fermaient, quand tu appelais pour du boulot, on n'en trouvait pas. Eux de nos jours, ils ont tout. Ils ont la musique, ils ont la danse, ils ont l'art, ils ont des parents comme nous qui les soutenons. Il faut qu'ils arrêtent ces histoires de gang. Quand il y a un mec qui fait son business, il fait son business tout seul, il s'entraîne et qu'il soit fier de marcher dans la rue, quoi. Le budget, c'est ça, c'est quand tu marches dans la rue, tu sois fier, quoi. Ben voilà, on est là pour vivre, quoi. J'aimerais que ce qu'on faisait nous, en petit, que le monde entier le fasse en grand, qu'on soit tous frères, qu'on soit tous solidaires. En fait, le truc positif de toute cette histoire, c'est qu'il y a moyen de réussir vraiment. Quand vous êtes jeunes et que vous êtes ensemble et que vous êtes vraiment down les uns avec les autres, vous pouvez entreprendre tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez dans votre vie, vous pouvez le faire. La seule chose que je peux dire à la génération future, c'est que dans la vie, l'ego, mon ego, que ce soit ton ego ou l'ego de tout le monde, ça mène à deux endroits. La mort et la prison. Maintenant, les valeurs, moi, qui m'ont amené quelque part, c'est le respect et l'amour. Ça, c'est les deux seules choses, t'es sûr, tu peux miser dessus.